Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose donc une séance sur l'échantillonnage non probabiliste. Nous avions vu dans les séances antérieures l'échantillonnage probabiliste avec les différents types d'échantillonnage probabiliste. Aujourd'hui, nous allons voir les échantillonnages non probabilistes. Mais avant, nous allons voir un peu la différence entre les échantillonnages probabilistes et non probabilistes. Sur ce, je vous souhaite bon cours. Merci. Petite pub pour l'ICAO, c'est l'une des universités d'Afrique les premières d'ailleurs à se lancer dans les cours en ligne pour faire face au problème du Covid. Et elle a des formations très pertinentes avec des spécialités très intéressantes. Alors n'hésitez pas à aller sur le site de l'ICAO du Togo pour voir un peu les détails de certaines formations. La différence entre l'échantillonnage probabiliste et l'échantillonnage non probabiliste tient à une hypothèse de base au sujet de la nature de la population à étudier. Dans le cas de l'échantillonnage probabiliste, chaque unité a une chance d'être sélectionnée. C'est le principe de la randomisation. Toutefois, on l'avait dit, mais quand même, c'est bien de le rappeler, il est plus coûteux, prend beaucoup plus de temps et est plus complexe. Dans celui de l'échantillonnage non probabiliste, on suppose que la distribution des caractères à l'intérieur de la population est égale. Ce qui fait que le chercheur croit que n'importe quel échantillon serait représentatif et que les résultats, par conséquent, seront exacts. Puisqu'on choisit arbitrairement des unités, il n'existe aucune façon d'estimer la probabilité pour une unité quelconque d'être incluse dans l'échantillon. Également, comme la méthode en question ne fournit aucunement l'assurance que chaque unité aura une chance d'être incluse dans l'échantillon, on ne peut pas estimer la variabilité de l'échantillon ni d'identifier les biais possibles. On ne peut mesurer la fiabilité d'un échantillon non probabiliste. La seule façon de mesurer la qualité des données qui en résultent consiste à comparer certains des résultats de l'enquête à l'information dont on dispose au sujet de la population elle-même. Encore une fois, rien ne fournit l'assurance que les estimations ne dépasseront pas un niveau acceptable d'erreur. Voilà à peu près la différence entre l'échantillonnage probabiliste et l'échantillonnage non probabiliste. Toutefois, il faut dire que l'échantillonnage non probabiliste, malgré les inconvénients, les méthodes d'échantillonnage non probabiliste peuvent être utiles lorsqu'on désire des commentaires descriptifs au sujet des échantillons eux-mêmes. Également, leur utilisation prend peu de temps, donc tout en étant beaucoup plus économique et très pratique. Aussi, il faut dire qu'il existe certains domaines, comme la recherche sociale appliquée, où il est impossible ou presque d'effectuer un échantillonnage probabiliste. Dans ce cas, on a l'obligation de faire recours à l'échantillonnage non probabiliste. Alors, les différents types d'échantillonnage non probabilistes couramment utilisés que nous allons voir ensemble sont donc, il y a la méthode des quotas, la méthode de volontaire, la méthode de boule de neige, la méthode d'échantillonnage ciblé et la méthode panel ouvert, qu'on appelle aussi panel access. Voilà les 5 types d'échantillonnage non probabilistes que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui.
nous allons voir, comme l'échantillonnage probabiliste, hein, nous allons voir les différentes méthodes, les inconvénients, et parfois, dans certains cas, on prendra des exemples pour mieux étayer nos explications. L'échantillonnage par quota, il est l'une des formes les plus couramment utilisées. Il s'effectue jusqu'à un nombre précis d'unités, qu'on appelle quota, pour diverses sous-populations à sélectionner. Alors, c'est sur un raisonnement de l'analyste qui choisit des éléments composants de l'échantillon en fonction des critères sélectionnés jugés pertinents par rapport à l'objectif de l'enquête ou par rapport à une problématique. Les critères de sélection sont aussi appelés quotas ou variables de quota ou encore variables de contrôle. Donc, c'est la même chose. Si maintenant, dans certains cas, donc, on utilise dans les enquêtes d'opinion ou les études de marché, dans ce cas, souvent, on n'a pas une liste d'individus de la population. Et on parle donc d'échantillonnage dirigé ou par choix raisonné. Maintenant, puisqu'il n'existe aucune règle qui régirait la formation dont il faudrait prendre pour remplir ces quotas, l'échantillonnage par quota est réellement un moyen de satisfaire des objectifs en matière de taille d'échantillon pour certaines sous-populations. Les quotas peuvent être fondés sur des proportions de population que nous allons voir certainement avec 2 ou 3 exemples. Par exemple, si une population de 100, 200, donc on a 100 hommes et 100 femmes. Si on veut faire un échantillonnage de 20, par exemple, on peut décider que cet échantillonnage sera fait en se basant sur la parité hommes et femmes. Dans ce cas, on va essayer de prendre 20 hommes et 20 femmes. D'accord? Alors, l'échantillonnage par quota est similaire à l'échantillonnage stratifié. La principale différence entre l'échantillonnage stratifié et celui par quota tient au fait que le premier entraînerait la sélection des individus à l'aide d'une méthode d'échantillonnage probabiliste, comme l'échantillonnage aléatoire simple, ou encore l'échantillonnage systématique. D'accord? Par contre, pour l'échantillonnage par quota, on n'utilise pas une telle technique. Ce qui fait que, vu que l'échantillonnage est stratifié ou l'échantillonnage systématique obéit à des principes de randomisation, alors que l'échantillonnage par quota ne rentre pas dans ce cadre. Alors, prenons un autre exemple d'échantillonnage par quota. Supposons que nous avons donc un nombre d'élèves inscrits dans une école publique par année d'études. Alors, nous avons donc les années d'études de la 7e jusqu'à la 12e et le nombre d'élèves. Alors, nous pouvons déjà sortir le pourcentage des élèves pour chaque classe. Si on nous demande de sélectionner, de faire un échantillonnage par quota pour 100 élèves, dans ce cas, on va directement prendre les valeurs qui sont là, sachant que les élèves ne sont pas, sont des individus, sont indivisibles. Donc, là, on aura 15 élèves. Là, au lieu de 17, on aura 18 élèves. Là, 16, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si on fait le total, on aura 100, parce que à un moment donné, il faut arrondir par défaut ou par excès. Maintenant, on peut nous demander, voilà, là, nous avons donc 15, 18, 16, ainsi de suite. Maintenant, on peut nous demander, par exemple, de faire un échantillon de 142 ou de 150. Dans ce cas de figure précis, on utilise donc une formule très simple que vous connaissez tous. On prend le nombre qui doit constituer l'échantillon, multiplié donc par le pourcentage de la classe divisé par 100. Alors, si par exemple, on demande un nombre de 412 personnes, là, en faisant ce calcul, on aura donc exactement pour la 7e 64, pour
la 8e classe, on aura 114, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si on fait le total, on trouvera 412. D'accord? Donc, par exemple, ici, si on nous demande de prendre dans la classe de 10e, par exemple, on peut prendre les 50 premiers élèves qui sont là. Okay? L'avantage de ce type d'échantillonnage, c'est qu'il est moins coûteux et très facile à administrer. Toutefois, c'est là un inconvénient majeur, c'est qu'il n'y a pas d'égalité des chances. Ouais, donc, sur ce plan, on oublie complètement le principe de randomisation. Donc, il n'y a pas de sélection au hasard, donc les gens n'ont pas la même chance d'être sélectionnés. Regardons maintenant la méthode volontaire ou de convenance. Comme son nom laisse entendre, ce type d'échantillonnage intervient lorsque des gens offrent volontairement leur service pour l'étude dont il est question. Il serait par exemple difficile et même contraire à l'éthique, dans le cadre d'expériences psychologiques ou d'essais de produits pharmaceutiques, de recruter au hasard des personnes pour venir y participer. C'est pourquoi, le plus souvent, c'est des personnes qui sont volontaires, qui connaissent bien la situation et qui sont très conscientes de l'étude qui participent. En échange, il arrive parfois, par exemple, qu'un chercheur offre de l'argent à des gens pour les inciter à participer à son étude. Les volontaires acceptent donc la possibilité d'avoir à se prêter à des processus longs, exigeants ou quelquefois même désagréables. C'est le cas des expériences médicales ou psychologiques. Bien. Le fait de sélectionner des participants volontaires plutôt que la population en général peut induire des biais marquants. Souvent, à l'occasion des sondages d'opinion, seuls les gens qui se soucient assez fortement d'une façon ou d'une autre de la question étudiée ont tendance à y répondre. La majorité silencieuse n'y répond généralement pas, ce qui entraîne un important biais de sélection. On peut prendre par exemple le cas donc des stations radio ou encore des sondages d'opinion sur une émission télé, où vraiment ce sont des sondages par ligne très ouverte. L'avantage de ce type de sondage, c'est qu'il est très facile à appliquer. Pas besoin de convaincre personne parce que personne qui est là, c'est parce qu'elle est déjà convaincue. Là, son inconvénient majeur, c'est que cet échantillon est biaisé à la base. Il n'existe pas de stratégie de sélection de suivi pour assurer donc que l'échantillon ainsi constitué est bien représentatif. Prenons le cas de la station radio ou de télé qu'on parlait tout à l'heure. Les stations ont souvent recours à ces sondages par ligne ouverte pour interroger un auditoire ou un public sur ses vues. Ils demandent, par exemple, durant cette dernière aux téléspectateurs de voter pour l'un ou l'autre clip déjà passé. Ouais. Par contre, le problème, c'est qu'une personne, le plus souvent d'ailleurs, c'est qu'on ne limite ni la fréquence, ni le nombre des appels téléphoniques qu'un répondant peut effectuer en pareil cas. Une personne pourrait malheureusement de ce fait voter plusieurs fois. Il faut noter que les gens qui y participent pourraient avoir donc des vues différentes de celles des autres personnes. Mais comme ils peuvent voter plusieurs fois, on n'a pas la possibilité de vérifier ou donc d'éviter certains biais. L'échantillonnage ciblé ou encore l'échantillonnage à la place, ce type d'échantillonnage est souvent utilisé et obtenu en se rendant donc dans un lieu où on a la probabilité la plus forte de rencontrer les personnes concernées par la thématique ou encore par le sujet qu'on veut étudier.
exemple, si on veut travailler sur la compréhension du programme de bac, il est plus préférable d'aller devant un lycée et surtout se rapprocher des classes de terminale. On ne peut pas aller au marché d'Ali Dogomé, au grand marché, pour demander aux gens ce que vous pensez au programme de bac. Vous risquez d'avoir des réponses assez biaisées parce que tout le monde n'est pas intéressé par le bac. La même chose si vous entrez dans un lycée, vous ne pouvez pas aller dans une classe de seconde, par exemple, pour demander aux gens que pensez-vous du programme de bac. C'est insensé. Ce qui est l'avantage de ce type d'échantillonnage, c'est qu'il est largement utilisé pour travailler sur des cibles structurelles bien identifiées, mais dispersées ou à de faibles effectifs. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est que cet échantillon est biaisé à la base parce qu'il y a pas de sélection au hasard. Les gens sont très bien ciblés, donc du coup, cet échantillonnage est biaisé. L'échantillonnage, si on utilise aussi l'échantillonnage de boule de neige, la méthode de boule de neige. La méthode de la boule de neige consiste à diffuser donc votre questionnaire à des personnes ayant des caractéristiques que vous cherchez, puis leur demander de diffuser à d'autres personnes de profils similaires. Donc, c'est par recommandation que ça se fait le plus souvent. Exemple, si vous voulez faire une enquête sur les immigrants aux États-Unis, il faut d'abord trouver les immigrants. Et pour cela, le plus souvent, il faut arriver à trouver quelques immigrants qui acceptent de répondre à votre questionnaire et, sur la base de la confiance, pour arriver à vous proposer d'autres immigrants. Ici, par exemple, nous avons 2 immigrants qui vous arrivent à chacun à vous proposer un certain nombre d'immigrants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez le nombre qu'il vous faut pour satisfaire votre échantillon. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige, en fait. C'est-à-dire un phénomène où des réactions en chaîne qui produisent une accumulation à la manière d'une boule de neige, roulant tout au long d'une pente enneigée. Ouais. On peut prendre encore un autre exemple, hein. C'est l'exemple, par exemple, du milieu industriel qui est très difficile à pénétrer. Donc, le plus souvent, vous ne pouvez accéder que par des recommandations. Donc, il faut avoir un responsable d'industrie qui accepte d'abord de vous accueillir et vous recommande à d'autres responsables d'industrie jusqu'à ce que vous arriviez à avoir votre nombre, le nombre que vous voulez. Il faut dire que la méthode de boule de neige constitue une alternative intéressante aux méthodes d'échantillonnage classiques, surtout quand il s'agit de trouver des individus ayant des caractéristiques particulières et très précises. L'avantage de ce type de méthode est qu'il est utile pour atteindre des populations particulières ou très difficiles à pénétrer. L'inconvénient majeur, c'est qu'il y a une difficulté d'obtention d'un échantillon représentatif parce que c'est un milieu souvent très fermé. L'échantillonnage par la méthode d'Access Panel. Avec l'évolution donc des outils de sondage par Internet couplés à la progression des méthodologies, c'est-à-dire les méthodologies dues à l'expérience accumulée des instituts, les études par Internet deviennent plus attractives et surtout beaucoup plus pertinentes. La méthode consiste donc à mettre en place un échantillon composé d'éléments d'individus volontaires qui sont recrutés au cours des études antérieures, donc qui sont suivis régulièrement. L'avantage de ce type de méthode, c'est qu'il existe une liste d'individus qui répondent aux caractéristiques cherchées et qu'on suit régulièrement. Maintenant, l'inconvénient majeur, c'est qu'il faut que la base soit régulièrement actualisée. Parfois, on a des difficultés de retrouver donc les personnes enquêtées. Parfois, ils changent d'adresse ou de numéro de téléphone, ce qui fait que parfois il est difficile de suivre l'actualisation de ce type d'échantillon.
Alors, nous sommes à terme de cette séance. J'espère que cela vous a plu et que nous aurons l'occasion de se revoir pour donc les techniques d'enquête en tant que telles. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. Et je vous remercie. À bientôt.